3 ans à Banyuls, Association Walter Benjamin Sans Frontières. Donc il y a 2 ans, nous avons décidé de créer un prix de l'essai, Walter Benjamin. L'année dernière, c'était Bruno Takels qui est venu dans le hall nous présenter son livre. Et cette année, nous aurons l'universitaire de Marseille, Anne Roche, qui est à la retraite, elle a 80 ans, et qui viendra ce samedi à 11 h nous présenter son livre. Et le dimanche à Port-Bou, elle rendra hommage à Walter Benjamin au mémorial d'Annie Caravan, donc au cimetière. Si vous voulez venir dimanche matin, c'est vers 11 h, je pense. Voilà, ce sera assez émouvant. Donc elle a publié, bonsoir, elle a publié ce livre chez un petit éditeur, Chemin de Ronde. L'éditeur viendra samedi. Ce sont 4 essais, donc on vous parlera des thèmes qui sont abordés. C'est une écriture un peu difficile, universitaire. Tandis que l'année dernière, avec Bruno Takels, c'était quand même un texte d'initiation, bien écrit, de qualité, mais lisible. Elle dit franchement, elle ne veut pas être populaire, elle ne fait pas un livre populaire, alors que nous voulons nous adresser au plus grand nombre. Nous essayons de faire des choses simples, des conférences, des lectures, pour faire connaître la pensée de Benjamin. Donc je ne vais pas vous citer tous les livres qu'elle a publiés. Elle a 200 articles, elle fait des ateliers d'écriture. Bon, simplement, voilà ce que je peux dire. Un exercice sur le tracé des ombres s'inscrit de façon originale dans le champ des publications consacrées à Benjamin, s'appuyant principalement sur Sens unique et le livre des passages. Donc ça, c'est le livre qu'il a écrit à Paris. Pendant 7 ans, il a travaillé à la Bibliothèque nationale pour écrire sur Paris, capitale du XIXe siècle. Donc elle étudie les œuvres extrêmes de l'auteur de l'origine du drame baroque allemand, donc Sens unique, publié en 1936, et Les Passages, qui est un livre posthume qui n'a pas été achevé, et donc on l'a retrouvé à la fin de sa vie. Donc elle étudie le thème de la personne, de la personnalité, la construction du moi au travers des objets, des lieux, selon les perspectives qui met en exergue un écrivain philosophe, foncièrement politique, sa conception du temps et de l'histoire, donc on pourra parler de ces thèmes, et souligner la puissance pour elle de l'idée de révolution. Voilà. Donc essayiste écrivain, elle est professeure émérite des littératures françaises à l'université d'Aix-Marseille. Elle est l'auteur de Histoire et interprétation du fait littéraire, chez Maurice Nadeau. Elle a écrit des romans, La Relative, aux éditions des Femmes. Elle a étudié les années 30, Groupe et Rupture, aux éditions du CNRS. Elle a écrit sur Boris Souvarine et la critique sociale, à la découverte, vous voyez, c'est des grands éditeurs. Et elle a beaucoup travaillé aussi sur Georges Perec, sur les souvenirs d'enfance, chez Gallimard, que vous pouvez trouver en poche folio. Voilà. Donc notre jury est composé d'intellectuels assez renommés, puisque nous avons Jean Lacoste, qui a traduit les passages en particulier, et qui a écrit un livre sur Laura. Nous espérons le rencontrer à Paris, puisque le 3 octobre, avec la lauréate, nous irons à la librairie philosophique Vrin, place de la Sorbonne. Et donc j'ai invité Jean Lacoste, j'ai invité aussi Emmanuel Faye, qui a écrit un livre assez décapant sur Heidegger et Hannah Arendt. Et il viendra? Il ne m'a pas répondu, j'ai écrit hier, il ne m'a pas répondu. Voilà. Donc le jury a cette année plus ou moins lu, nous avons des difficultés pour lire tous les livres qui paraissent, donc nous avons lu une douzaine de livres qui étaient à la fois de Californie, puisqu'il y avait Paula Hutchings qui m'avait dit qu'elle viendrait à Banyuls, qui a publié un livre. Il y avait Frédéric Pajac qui a écrit des bandes dessinées et des scénarios aux éditions Noir et Blanc. Nous avons Sébastien Rongier qui a publié son voyage à Port-Bou. Nous l'avons rencontré l'hiver dernier à la librairie Torquatis. Nous avons aussi lu la mélancolie de gauche de Enzo Traverso, historien philosophe, et Alain Badia d'ailleurs nous parlera de ce thème samedi à 16 h à Port-Bou.
un du thème de la mélancolie de gauche. Voilà. Donc l'année prochaine, je voudrais bien que ce prix européen, parce que nous avons la prétention qu'il soit européen, ait lieu bien sûr à Banyuls, puisque c'est une ville symbolique, hein, c'est la dernière ville traversée par Benjamin, avant de mourir à Portbou. Mais je voudrais que l'année prochaine on aille à Berlin, ville natale, dont Madeleine peut-être nous ouvrira des perspectives, en travaillant avec l'ambassade de France, la librairie française de Berlin. Je pensais, moi, à Habermas, mais qui vit à Francfort, il paraît. Donc je ne sais pas s'il pourra se déplacer à Berlin. On ira. En tout cas, on pourra aller à Francfort. Voilà. Chaque année, je voudrais que le prix de Banyuls aille dans une ville européenne. Donc on est vraiment une aura, hein, c'est le cas de le dire, une aura incontestable. Donc il va falloir lire tout ça et s'accrocher. Qu'est-ce que vous en pensez? On affrétera un avion et on fera un groupe hein, pour aller à Berlin, Rome, Madrid, Barcelone. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Bon, Yvan Drieux, merci pour l'annonce des articles ce matin. Mais on verra demain avec Roger Rouille, je pense que vous avez demain une conférence derrière, au Foment de la Sardane. Il nous parlera de son livre sur l'histoire de Banyuls. Il présentera un film, surprise, je ne sais pas de quoi il s'agit. Puis il parlera 5 minutes aussi il y aura une initiation sur le chemin Benjamin qu'il connaît bien. Voilà. Donc on peut aborder peut-être les thèmes d'Anne Roche. Moi j'avais repéré donc l'aura, bien sûr, il faudrait expliquer ce qu'est l'aura, le temps, le passé par rapport au présent, les objets et les jouets qui sont symptomatiques d'une époque, et l'engagement politique. Bon, je ne sais pas ce que tu as préparé. Donc on n'a pas fonctionné de concert, sinon avec le projet général de partager avec vous effectivement ces quelques moments. Ma présence dans le monde de Benjamin est assez récente, mais je vais rentrer dans une vraie fascination de cette œuvre et de la démarche de cet homme. Et quand avec Jean-Pierre la décision a été prise de partager avec vous ce moment, c'était donc l'idée, puisqu'une personne vient, d'avoir à minima l'idée de ce qu'elle a pu produire. Voilà. Donc, dans son coin et moi dans mon coin, j'ai essayé de voir, peut-être sous une forme pédagogique, ce que j'étais capable de délivrer à partir de Benjamin, à partir de ses textes. Et donc, je suis parti simplement, si vous voulez, de la nature du titre du bouquin, déjà. Je commence comme ça, si vous voulez. Exercice sur le tracé des ombres. Voilà. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que cette chose-là. Ce sont des exercices qui étaient enseignés pour faire du dessin technique ou pour des architectes. J'ai dit à mon architecte, il m'a dit, c'est plus sûr qu'aujourd'hui on fasse ce type d'activité. Depuis qu'il y a des ordinateurs, le travail sur l'ombre est peut-être moins présent. Il évolue différemment. Il se trouve que la dernière fois, j'ai un peu évoqué le surréalisme, qu'elle évoque aussi. Je ne m'y étendrai pas, mais il y aurait de quoi, effectivement, développer 2 ou 3 séances à partir de ce que dit Madame Roche, de la distance et de l'intérêt que Walter Benjamin a pris au mouvement surréaliste depuis les années 20, surtout à partir d'eux, mais surtout d'un texte d'Aragon, qui s'appelle Le paysan de Paris, et qu'il a engagé dans sa propre démarche réelle dans les paysages parisiens, plus tardivement, puisqu'il était venu à Paris plus jeune, et progressivement, puisqu'en 1933 il va s'installer à Paris, en quittant Berlin. Qu'est-ce que cette ombre? Il est né à quelle date, Walter Benjamin? 1892. Il est né le 15 juillet 1892 à Berlin. Je n'ai pas l'adresse précise, on peut le trouver facilement. Et donc il a quitté la vie, je dirais, parce que son propos autour de sa mort m'intéresse. J'ai d'ailleurs le DVD espagnol de Quién mató Walter Benjamin, qui n'est pas très bon, non, mais qui soulève des énigmes, on s'en fout d'ailleurs. Donc, sa fin aurait eu lieu ici, à Portbou, le 26 septembre 1940. Bon, ça, si vous voulez, c'est le trajet général d'une biographie de cette personne. Donc, ce n'est pas tellement mon sujet, si vous voulez, aujourd'hui, que de proposer ce problème de l'ombre, et d'essayer de voir de quoi il s'agit peut-être,
Donc curieusement, j'étais avec un ami artiste d'origine asiatique, et je parlais de l'ombre comme ça, mais pas précisément de ça. Il n'est pas très loin. Et il me montre un arbre comme ça, il me dit, mais qu'est-ce que tu vois de cet arbre? C'est un pin. Il me dit, mais si tu ne vois pas l'ombre, tu ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Alors, il m'a expliqué quand il dessinait, et ça a l'air stupide, puisque c'est assez récent, cette considération autour de ça, vu par l'œil de l'artiste, et peut-être aussi par le monde chinois. Un petit peu ça. Il a une formation taoïste assez profonde. Ce matin, je me suis dit, il y a beaucoup d'entrées dans Benjamin, parce que Benjamin, si vous voulez, quand on commence à pénétrer dans son univers, on pose l'idée de labyrinthe. Aujourd'hui, je sors, même si je suis en train avec un ami de faire une bande dessinée, dont Benjamin est un peu le prétexte, où le labyrinthe est une question, je prendrais plutôt l'idée, si vous voulez, de ce qu'on appellera un kaléidoscope. C'est-à-dire que pour ce qui me concerne, sa vision peut être démultipliée par des images, si vous voulez, qui sont soit polysémiques, soit qui engagent des questions autour de certains objets, par exemple. Donc ce matin, je me dis, mais comment tu vas t'adresser à un public? Il m'a dit, peut-être il y aura beaucoup de gens qui savent rien de Benjamin. Je suis parti sur cette formule, en ayant l'idée que Benjamin, finalement, avait parcouru un espace les derniers jours de sa vie. Je me suis dit, tu vas démarrer comme ça sur cet élément de quelque chose qui est dans l'ombre, et ensuite, de ce que me dit Madame Roche, je prendrai chez elle un certain nombre d'éléments transversaux pour prendre la pensée de Benjamin. Elle commence son texte en disant, avant-propos, parler de façon décousue, c'est ce que dit Walter Benjamin à propos d'un commentaire sur Knut Hamsun, ajoutant qu'on ne peut faire autrement, sauf à démontrer son incompétence, de façon décousue. J'avais pris un film, et un peu plus loin, elle ajoute, à propos de cette dimension, il n'est pas facile d'y échapper. On l'a tenté ici en proposant à Madame Roche un parcours cousu, voulant rendre compte avant tout de la tension souvent perçue comme contradiction, qui habite ces textes, Paul Le Méric Céleste, Benjamin, et en montrant au contraire la cohérence et la richesse heuristique. Heuristique veut dire qu'il propose une possibilité de penser quelque chose. C'est un peu cette idée-là. Elle ajoute, à commencer par la notion de fragment qui marque l'ensemble de l'œuvre. Déjà, si vous voulez, elle pose déjà des éléments. L'idée qu'on a à faire, quand on prend, il est venu chez moi, mais quand je commençais à travailler là-dessus, je vais beaucoup n'importe où, et pas j'en ai d'autres. Hein. Je déballe pas la bibliothèque. Tu as vu, ils sont dans un tas, et je vais piocher dans ce tas. Peut-être un peu aussi, c'est une aparté comme Benjamin, quand il rentrait, comme il était collectionneur, il allait chiner finalement, quand vous rentrez. Là. Et ça me paraît important. C'est-à-dire que quand vous faites par exemple un panoramique, là, votre regard va se porter sur peut-être l'objet de vos désirs. Prenez cette image, hein, puisqu'on va la reprendre, si vous voulez, sur la dimension que je vais proposer comme démarche. Donc, un côté l'ombre, le côté qu'est-ce qui est cousu, ou décousu. Alors, à propos de cousu et décousu, Madame Roche emprunte, c'est ce sur quoi surtout je vais proposer un mouvement, un déplacement, une réflexion peut-être, à Madame Ariane. Ariane, vous connaissez Ariane, hein, Montphèdre, hein. Le fil d'Ariane, un libéral. Vous mourrez tous d'abord, vous faites laisser. Ça, c'est Thésée qui l'a là. En fait, on s'en propose pas. Je pourrais même vous lire, si ça vous plaît, quelque chose peut-être. J'aime bien sortir un peu derrière, en farfouillant dans les trucs. Je vais sortir un truc peut-être qui est moins connu. À propos d'Ariane, je vais essayer de retrouver, parce que je me perds parfois dans la totalité de mes documents. Alors, si... je vais essayer de ne pas être trop long, hein, parce que parfois je m'étale. Non, mais on va s'arrêter, on parlera d'un thème. Hein. Je vais réduire les thèmes, vous montrer comment on peut les articuler, parce que j'ai l'impression, au bout de presque 2 ans, à ma façon, avec mes petits outils, de voir un peu comment je peux m'adapter et adopter totalement, à ma façon, l'œuvre de cet homme. Donc je vais quand même, par jeu, vous lire quelque chose qui restera peut-être une énigme, pas tellement important, mais elle me plaît. Ô grande Ariadne, en fait c'est le premier terme qui traitait Ariane
en Grèce, qui jette tes sanglots sur la rive, en voyant fuir là-bas sur les flots, blanche sous le soleil, la voile de Thésée, ou douce vierge enfant qu'une nuit a brisée. Bon, c'est une plaisanterie autour d'Ariane, c'est un mot, j'ai écrit ça en avril 70, il n'a pas 17 ans, parce qu'après 17 ans, vous savez, on n'est plus très sérieux. Et donc, Ariane va être un peu le fil, plutôt, qui va nous conduire, parce que moi j'ai pris ce brin de fil, là, imaginez un fil, si vous voulez, et là, en l'occurrence, c'est Madame Roche qui est le fil. Alors, ce fil, si vous voulez, comment je veux vous le proposer comme métaphore, si vous voulez, et puis on verra une autre personne qui travaille sur le fil, qui est le titre du chapitre suivant, qui est Pénélope ou l'oubli. Ah, vous voyez, on a affaire quand même à des réalités, si vous voulez, de l'histoire mythique, mais qui sont représentatives de ce dont je vais parler. Et on verra après comment ces choses-là, je vais la suite. Donc vous avez, pour ce qui est du fil, Ariane, qui va nous conduire quelque part, bon peut-être, ainsi de suite, et je vais vous montrer peut-être comment on peut le faire, et puis de l'autre côté, Pénélope, qui fait et redéfait sa tapisserie, si on peut dire, sa tapisserie. En réalité, probablement que dans les origines, c'est pas une tapisserie, c'est un linceul de la Laërte, du père. Non, il est probable. Ce qui évoque, c'est bien quand vous avez effectivement des références plus amusées, plus justement kaléidoscopiques, qui font qu'on croit ça, mais en fait, c'est probablement un linceul. En plus, c'est vrai qu'à parler comme ça de Pénélope et d'Ulysse, je ne pouvais pas ne pas penser à James Joyce et finalement à Bloom, qui est une autre Pénélope, si vous voulez, on ne parlera pas, mais qui elle s'envoie en l'air. Il est possible d'ailleurs que Pénélope, ce qu'elle a oublié, mais ce n'est pas le sujet, ça ne le propose pas. Ce qui importe, c'est le passage de ce fil-là. On a deux fils. Et puis un autre fil qui a été le point de départ en me disant, tu vas parler à des personnes qui peut-être ne connaissent pas du tout, comment... Ben, je me suis dit, moi maintenant, je suis rentré sur une espèce de ligne de crête. Pour moi c'est ça, c'est une ligne de crête avec un cordon, donc ce cordon que je vais suivre et dont l'éclaireur absent est Miami. Et dans cette ligne de crête, si vous voulez, il y a divers personnages, dont Madame Roche, qui est devant moi, et devant Madame Roche, il y a Lacoste, on n'a plus, il y a des gens qui sont morts, il y a Adorno, tous ces gens-là sont dans le fil de ce... Donc vous vous imaginez vous-même d'avoir pris ou pas cette ligne de crête qui conduit. Alors, moi, si vous voulez, je m'étais dit, pour aller vite, qu'on pouvait, si vous voulez, la formaliser de la façon suivante. Alors, j'étais parti avec un fil, mais je peux eu le temps de coudre un truc. Tout de suite, à le fil, voilà le fil. Alors, ce fil est même à être polysémique, si vous voulez. Donc, il est d'abord le fil, et pour, envisager comment des gens, et nous-mêmes, souvent, ont de grandes difficultés, si vous voulez, à saisir ce que dit un de ces spécialistes. Je n'ai pas amené le bouquin, qui s'appelle Rosnitch, il dit Rainer Roxlitz, je ne sais pas comment on prononce. Rares sont par contre les études qui parviennent à saisir la logique qui assure à travers le foisonnement des écrits la pensée cohérente de Walter Miami. Bon, c'est une formule simple, mais qui pose déjà le fait que quand vous allez circuler sur cet espace, il y aura des moments un peu plus délicats. Bon, ça c'est ce mouvement, si vous voulez, sur cette démarche, sur ce fil qui est une ligne de crête. Ensuite, pour marquer, je voulais amener les livres dans la correspondance, qui était d'une certaine façon rapidement Walter Miami, dans deux mots, quelque chose, alors que je vous donne les dates, Roglich il a écrit ça, j'ai mis les dates, en 92, et le texte que je vais vous lire maintenant est de Théodore Adorno, un des proches de Miami, qu'il a écrit en 62 sur un bouquin qui s'appelle Sur Walter Miami, le bouquin qu'on a en France. Parce que là aussi, la diffusion, si vous voulez, éditoriale, pour quelqu'un comme moi, est difficile. Il y a des morceaux à droite, à gauche, il faut soi-même reconstituer cet espace pour pouvoir le penser. C'est pas ça. Voilà ce que dit Adorno en 62, à la première page, il y a d'autres choses. Il dit « La fascination qu'exerçait sa personne et son œuvre ne laissait pas à d'autres l'alternative
que l'attraction magnétique ou la répulsion horrifiée. Alors, vous êtes soit d'un côté, soit de l'autre. Vous êtes, c'est mon cas aujourd'hui, séduit, si vous voulez, par cette fascination magnétique qui est générée dans cette œuvre, ou ceux qui ne peuvent pas y entrer. Bon, voilà, si vous voulez. Alors nous, si vous voulez, puisqu'on y est entré, je me suis dit, mais comment faire tenir ensemble ce que je veux faire? Alors je suis parti, hein, je vais pas trop là-dessus, c'est un peu un thème que je connais un peu, quand même je travaille pas mal là-dessus, d'un type qui s'appelle Jacques Lacan, à qui j'emprunte un terme qu'il a emprunté lui-même, un terme de matelassier, donc aussi de gens qui font de la tapisserie. Il s'appelle le point de capiton. Je vous l'écris, point de capiton. Point de capiton, tout simplement. Donc pour capitonner, si vous voulez, avec le fil, pour mettre en place une tapisserie, sinon les morceaux sont épars. Si on prend Benjamin, et on peut le prendre comme ça, comme un patchwork, je dirais même in progress. Patchwork, in progress. Un peu le jeu. Alors, ce point de capiton, où je vais le placer? Quand je prends ce fil-là, si vous voulez, pour moi, il est représentatif de beaucoup d'éléments. Mais disons que ça vient là, et puis ça va jusque-là. Comme je peux dire, votre vie, la mienne, ne tient qu'à un fil, véritablement. Ça, si vous voulez, c'est un peu ça. Et Benjamin peut nous donner du fil à retordre, si je veux dire. Comment établir sur cette ligne une considération qui serait... Alors, je vais emprunter... J'ai beaucoup d'éléments, mais je vais les réduire, hein, parce que sinon, ça ne sortirait pas. Je vais emprunter... Alors, je n'ai pas un très bon accent, mais il y a de multiples façons, si vous voulez, de questionner ce truc qui est à la fois un fil, qui est une trame, qui est une tapisserie, à partir finalement de bon, c'est Shakespeare, hein, c'est pas compliqué, vous connaissez comme moi les termes. Je vais essayer de vous le lire en anglais, vous me corrigerez. C'est très court, hein. We are stuff. Nous sommes l'étoffe. With we are stuff as dream. Alors dream, on le mettra par là, hein, quelque part. Traum, en allemand. Dream, c'est la même consonance. On essaiera de voir là-dessus parce que nous allons voir comment nous allons tisser sur ce truc quelque chose qui vient de notre espace, qui est ici, bon, qui est peut-être l'espace de l'ombre, hein, et que Madame traite à partir de Freud. Parce que Madame Ariane, en fait, le titre de Madame Ariane, c'est le divan de Madame Ariane. Bon, le divan, c'est un peu ce que je fais, donc je suis un peu au courant de ce qu'est un divan, si vous voulez, de Madame Ariane, qui en fait est une voyante, mais nous en reparlerons. C'est-à-dire peut-être ou pas, qui voit dans l'ombre, dans ces ombres, nous en reparlerons. We are stuff as dreams are made on, and our life is rounded with a slip. Bon, la traduction élémentaire, c'est nous sommes l'étoffe dont sont faits les rêves ou les songes, alors je ne vais pas faire la différence, et notre vie, alors vous avez des traductions, il y en a des multiples, cernées de brouillard, mais en fait, notre vie est entourée de sommeil. Cette question, si vous voulez, du sommeil et du rêve est assez essentielle pour Benjamin, pour ce qui concerne ma façon transversale d'attraper la question. Rêve. Benjamin, lorsqu'il nous laisse des traces écrites au fil de la plume, si j'ose dire, parce que c'est pas indifférent de saisir aussi que cette écriture est comme un fil. On va voir comment son travail calligraphique, comme dit Adorno ou d'autres, est important. Lui-même est un spécialiste de graphologie. Il apprend avec Scholem la graphologie, il est capable, c'est un très bon graphologue. Vous voyez qu'on rentre aussi dans des domaines un peu singuliers, je sais un peu ce que je fais, si vous voulez. Et là, on va reprendre, si vous voulez, le fil du propos. Et donc, qu'est-ce qui peut bien se capitonner dans cette histoire-là, pour que, effectivement, quand vous avez des morceaux épars, un patchwork, vous imaginez qu'on les met ensemble, même si Pénélope parfois les défait, mais on verra ça plus tard. Dans ce point de capiton, c'est ce qui permet, si vous voulez, à faire traverser par le fil le stuff, l'étoffe ou le matelas. Et vous comprenez bien, et ça c'est peut-être le plus important, c'est à ça que je tiens, c'est qu'à un moment donné, l'aiguille sort et probablement ramène de l'autre côté quelque chose. Il y a, du côté du rêve,
vous l'avez évoqué avec Freud, si vous voulez, d'une façon qui n'est pas celle de Miami. C'est-à-dire, il y a Freud qui indique combien le rêve est la voie royale vers cette zone. Bon, on va marquer comme Freud rapidement. Hein. Mais Benjamin ne traite pas, si vous voulez, ce qui est du côté du rêve. Du rêve, je mets ici, j'en sais rien, dream, prom, rêve. Il y a sur cette ligne, donc, cette ligne de passage. Dont on revient, si vous voulez, de cet espace du rêve après le sommeil, ça c'est important chez Benjamin, et dans cette zone, c'est le moment du réveil, si je veux dire. C'est très important dans la pensée benjaminienne, et c'est là, si je dirais, que le point de capiton commence à permettre de renégocier, si vous voulez, la possibilité de passer dans ce dans quoi on est, si vous voulez, la réalité. Quelque chose comme ça. La particularité de chacun d'entre nous, qui circulons là-dedans, mentalement, c'est qu'en fait, on passe tantôt d'ici, alors je fais comme ça, si vous voulez. Ce qui va faire tenir les points de capiton sont ici progressivement votre entrée dans les zones d'ombre, de sommeil. On verra que derrière ces ombres, il y a plus que du sommeil. Hein. Il y a parfois le cauchemar, l'enfer. J'ai oublié, est-ce que c'était à droite, ça ICS, pardon, c'est l'inconscient. Ah oui. C'est le... Tu voulais chez Freud, bon, j'ai pas le terme allemand, l'inconscient c'est le lieu de l'inconscient. Parce qu'après l'inconscient, ce sont les événements inconscients qu'il écrit avec une minuscule. ICS. ICS. Inconscient. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas tout écrit. Donc si vous voulez, on va faire circuler notre vie, dont la vie de Benjamin particulièrement, jusqu'à cette, évidemment, cette limite qui est une question. Et là, j'avais introduit rapidement, comme je le fais de temps à autre, parce qu'on y reviendra, un auteur que n'aimait pas Benjamin, qui s'appelait Martin Heidegger. Où je mettrais, si vous voulez, un truc qu'on peut mettre là-dessus, mais avec une autre problématique, ça s'appelle Dasein. Comment on prononce Dasein. On va mettre là. Simplement, le fait d'être dans le monde. Et du reste, je vais voir de Benjamin. Les temps. C'est Heidegger. Oui, dans les traitants, enfin, alors je prends une phrase d'Heidegger, un peu rapidement, qui singulièrement. Il y a des moments où ces pensées qui sont de la même époque, c'est 26-27 si vous voulez, se chevauchent. Voilà une des phrases d'Heidegger qui n'est pas. Je ne compte pas là-dessus, ce n'est pas. Hein. Il est quand même intéressant de cerner la question qu'Heidegger traite autour de la question de l'être. On n'est plus dans la même dimension. Nous, on est sur des hauteurs, et Heidegger dit l'essentiel de l'être, c'est l'instant. C'est curieux, l'instant. Nous sommes autour de cette question de l'instant. Où s'articule la question de l'aura. Qu'est-ce que c'est cet instant? Un peu comme ça. Autour de cette trame, finalement, où se crée cette tapisserie qui est l'œuvre de Benjamin, peut-être notre vie aussi, je dirais Benjamin va également, j'ai beaucoup de références qui peuvent prouver ce que je dis, mais bon, on verra si on a le temps. Il va mettre, si vous voulez, ce qui correspond à un deuxième fil, vous voyez, qui est décalé un petit peu par rapport au premier fil, qui est l'expérience collective. C'est-à-dire, de même que chacun d'entre nous, et de vous, ou Benjamin, peut être dans cette trame de vivre, alors Dasein soulève deux questions à propos de l'être. Heidegger, c'est autre chose, pour le suivre sur la montagne, c'est pas le point aspiré, c'est un peu autre chose si vous voulez. C'est plutôt, je dirais, la question de être là, c'est plus cette dimension qui est dans la terre, c'est ça, ou de l'être sourd qui fait quelque chose, dans le temps. Chez Benjamin, si vous voulez, les points de capiton qui font apparaître ça, ou dans le réel, dans notre vécu, ou dans l'histoire, sont d'une autre nature. Alors, pour aller vite, de quelle nature ils sont? Alors, puisque vous êtes comme moi, vous avez pris un peu le film derrière de ça, imaginez donc que vous êtes sur une crête, qui est aussi une frontière, on ne va pas le traiter ici, on l'avait déjà traité, et donc vous avez devant vous un paysage. Vous avez le paysage. Ce paysage, pour être un peu benjaminien, je dirais c'est une constellation. C'est-à-dire une multiplicité de possibles, et en même temps vous pouvez vous tourner. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a avant ou après? Il est possible que dans ce paysage, et puis de temps en temps,
Faites un écart. Quand on travaille sur Benjamin, on prend une chose. Les jouets, les machins, les trucs comme ça. Donc, ici, nous avons des points capitaux du collectif, dont l'histoire est une des formes, il faut d'abord ce qui est, et où Benjamin, à partir de Madame Roche, va à un moment donné s'intéresser, si vous voulez, à quelque chose qui serait l'inconscient collectif, et que Benjamin, indirectement, avait commencé à travailler sur un mec qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui laisse tomber d'ailleurs, qui avait développé donc l'idée qu'il existait pour chacun d'entre nous des éléments communs, qu'il appelait des archétypes, et on va en voir quelques-uns d'archétypes rapidement, parce que je ne vais pas être trop long. On va avoir un assez majeur qui est dans le texte de Madame. Vous pouvez, Madame, intervenir, je m'excuse, je suis dans le film, mais je peux m'arrêter. J'ai vu la vie de Jung, j'ai eu l'impression qu'il était complètement fou. Qui Jung Ça a été l'impression que j'ai eue. Pour ce qui concerne Il avait une Benjamin, pensée nazie, il a été rejeté par ouais, Benjamin non, parce qu'il alors était là, proche du nazisme. il y a effectivement historiquement un sujet difficile de l'antisémitisme, de la proximité du nazisme avec Jung, qui peut être encore renouvelé, si vous voulez, mais que Benjamin avait déjà soulevé. Vous pouvez le lire, hein. On trouve, je ne sais pas le texte là, mais déjà il voit sa dimension qu'il appelle fasciste, déjà, des années 20. Heidegger ne prend sa carte du parti allemand qu'en 1933 pour la rendre en 1944, mais c'est cette chose-là qui est quand même là, singulière. Hein. Et dans Jung, comme d'autres, Iliade et tout ça, certains de ces gens-là, qui ont laissé une trace. Mais bon, par contre, dans cet inconscient collectif, ça correspondrait à des moments de l'histoire, mais nous prenons, nous, une chose, moi je ne suis pas du tout Jung, qu'on pourrait appeler un archétype, mais qui chez Benjamin, dans certains moments, peut s'appeler une allégorie. Et nous verrons quel type d'allégorie on peut prendre. Alors, une allégorie sous les d'Ariane, qui est celle qui conduit, une fille, mais peut-être c'est une voyante. Et on va voir du reste. Ce que ne précise pas Madame je pense qu'elle... Parce que l'inconscient, lui, il est au travail aussi. Hein. Il se trouve que Benjamin a écrit... C'est difficile à définir l'allégorie. Dans son livre, elle dit, Ah, il y a une élève qui dit, c'est la faux, donc ça représente la mort, Oui, c'est oui. une allégorie. Mais elle dit, une allégorie, ça concilie les contraires. Une sorte de dialectique dans l'allégorie. C'est difficile. oui, ça c'est la difficulté toujours chez Benjamin, de pouvoir tisser ensemble ces choses qui paraissent contradictoires. Elle s'oppose au symbole, le symbole, on le comprend tout de suite, tandis que l'allégorie, Tout à fait. un sens plus difficile. Très juste. C'est très, très important aussi d'essayer de voir, quand on se voit devant ces termes, Benjamin ne les prend pas au hasard. Hein. Donc effectivement, quand il emprunte des termes comme ça, c'est très significatif. Est-ce que Pénélope, c'est l'allégorie, comme il dit, de l'oubli, du fait de ne pas terminer, du fait de la fidélité? Est-ce que c'est l'allégorie de la fidélité? On peut très bien se demander de quoi il s'agit. Alors, est-ce que les allégories auraient en partie à voir avec cette idée d'archétype? Bon, ça nécessiterait un séminaire là-dessus, c'est pas le cas. On peut quand même le poser, si vous voulez. Il se trouve donc... Je vais lire la phrase quand même. C'est au début du livre d'Anne Roche sur l'allégorie, parce que ça c'est Oui, c'est important. Oui, on vas-y, trouve, c'est très très bien. Chez Baudelaire et partout. Le drame baroque, en tant qu'allégorie, représente la désagrégation de l'ordre du monde qui était celui du Moyen-Âge. Le monde était bien ordonné, il y avait des valeurs. Et après, le sens eschatologique, donc l'objectif, où allons-nous, une sorte de messianisme. Enfin, attends, l'eschatologie, c'est... L'homme sombre dans la mélancolie. Mais il reste un espoir de rédemption. Ça aussi, c'est un thème important chez Benjamin, la rédemption. L'allégorie est donc déjà une image dialectique dans la mesure où elle permet de penser ensemble deux pôles contraires. Bon, ce n'est pas la philosophie de Macron en même temps, mais ça lui ressemble. Et comme on le verra dans les futures thèses de 1940, c'est les thèses sur l'histoire, ce sont livres posthumes, l'allégorie éclaire le passé à la lumière du présent. Bon, Cet éclairage du passé à la lumière du présent, c'est un fait permanent, assez complexe à négocier, pas par rapport ici. C'est compliqué ça, hein. C'est bien là qu'il faut Parce qu'on dit- doucement, effectivement, parce que certes, comme lui-même évolue, si vous voulez, dans le dispositif de sa pensée, ce que je vais vous proposer, si vous voulez, là, et ce moment du réveil est important, et ensuite il va garder cette forme, comme chez Freud, et passer à la remémoration.
à partir du travail sur Proust et tout ça. Il dit le contraire de ce qu'on dit d'habitude. Le passé nous donne des leçons, on peut comprendre le présent, on ne va pas refaire les mêmes erreurs, etc. Or, lui, il dit c'est le contraire. Hein. Les barbaries, les cataclysmes, les guerres continuent. La mémoire du passé n'est pas une bonne expérience, ça ne sert à rien. Donc, il dit l'allégorie éclaire le passé à la lumière du présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le comprenez, ça? Elle éclaire le passé à la lumière du présent. Ça, c'est sa conception du progrès aussi, hein, qui doit rentrer là-dedans, l'ange de l'histoire, hein, qui avance et qui a un regard d'effroi vers le passé. Et ça, tu ne peux pas le dissocier de sa vision de l'allégorie, c'est complètement lié à sa vision de l'histoire. Mais il n'est pas du tout, et ça, c'est pour ça, c'est Patchwork, il n'est pas du tout anti-progrès. Hein. C'est pas, il dit pas... Non, il n'est pas anti-progrès technique, mais il n'y a pas de progrès dans moral dans l'histoire. Dans l'histoire. Dans l'histoire. Moral, il ne le dit pas. Hein. Non, il ne dit pas moral, je dis moral, parce que les marxistes et communistes croient... C'est notre interprétation, mais en tout cas, pour lui, l'histoire... La gauche classique croit qu'on va vers le progrès, qu'on va s'améliorer. Or, c'est faux. Non. Il y a des ruptures tout le temps. Ça, hein. On revient en arrière, on le voit aujourd'hui. Avec Daesh et les barbaries, bon... Voilà. Donc, il y a une dialectique entre le passé et le présent. Voilà, okay, je pense tout à fait d'accord. En parler de ça. Enfin, tout à fait d'accord finalement avec ce sentiment qui n'est pas facile non plus à mettre en question, mais que je voulais aborder d'une autre façon. Bon, je reviens un petit peu à Madame Ariane, parce que là, qui interroge au sujet, les voyantes au sujet de l'avenir, donc ce qui se passe dans cette dynamique difficile à appréhender du mouvement de l'histoire, c'est ce continuum qui pourrait se répéter et qui pourrait ne pas se répéter. Mais en fait, c'est un peu cette dimension. Et cette dimension-là, si vous voulez, Madame Roche, elle, parce que chacun a son... Enfin, chaque auteur, alors elle est dans une lignée, si vous voulez, de penseurs, et d'autres sont dans notre lignée. Donc je voulais démarrer, effectivement, et je ne vois pas tout le temps, je sais pas, mais c'est très très bien que j'intervienne, sur la même question qui est traitée par Madame, s'appelle l'éloge de l'anachronisme. On est au cœur... Excusez-nous. Donc, oui, l'éloge, on est au cœur de ce qui vient d'être évoqué là. L'éloge de l'anachronisme. Oh, Madame. Elle cite la Benjamin, pour reprendre, parce que ce dont parle Jean-Pierre, effectivement, est un questionnement qui n'est pas simple à proposer comme ça immédiatement. Il faudrait le décanter, si vous voulez. Mais j'avais donc envisagé, avant que tous ces éléments soient mis un petit peu en perspective, de commencer, puis après je simplifierai, parce que j'ai trop d'éléments, l'éloge de l'anachronisme. On est bien dans cette dimension de à quel moment du temps, même là, qu'est-ce qui se passe? Bon, pour ce qui me concerne, j'ai l'impression que chaque fois qu'on est là, on est déjà anachronique. Mais effectivement, elle parle de deux grands textes. Alors, j'ai pas lu, je ne me sens pas capable, l'origine du drame maroc allemand. Donc, quand je ne connais pas trop les sujets, je les peux combattre. Alors, je laisse passer. C'est difficile. Hein. Bon, donc, mais c'est quand même à partir de cette question qui elle-même, si vous voulez, comme le rêve et comme un certain nombre de dimensions, sont liées, comme il le disait, j'ai déjà montré à propos des surréalistes, à la façon dont la pensée de l'Allemagne, enfin, dans l'Allemagne, disons, la philosophie est décalée par rapport à notre pensée. C'est la première fois quand il parle des surréalistes qu'il dit ça. Mais par contre, donc, je reprends Madame Roche à propos de l'anachronisme, il dit, c'était la première approche de la notion d'anachronisme. Alors, phrase de Benjamin, ne prend sens dans l'histoire que ce qui apparaît dans l'anachronisme. Virgule, l'anachronisme d'une collision où l'autrefois, donc une majuscule, se trouve interprété et lu l'autrefois, ce qu'on essaie de dire, c'est-à-dire mise au jour par l'advenu d'un maintenant majuscule résolument nouveau. C'est bien ce qui se passe. Vous ouvrez la télé, vous vous rendez compte que si je parlais de constellation du monde, des millions de trucs se passent, des gens se font tuer, nous on est là en train de... Et ces moments de prise en compte de ça,
nous mettent un peu comme là, dans un moment de saisie de l'instant, comme dit Heidegger, pour d'autres raisons. Hein. Lui, c'est la question de l'être, mais bon, on n'est pas là. De l'anachronisme. Pour garder de conclure là-dessus, bon, le texte n'est pas très long là-dessus. Je reprends, ça engage la même question que posait Jean-Pierre. Ça, c'est Madame Roche qui commence la phrase, et puis c'est Benjamin. L'anachronisme est donc proposé comme paradigme de l'interrogation historienne. Ça veut dire comme le modèle à penser de l'historien. Voilà la phrase de Benjamin. En chaque objet, voilà le moment important, historique, tous les temps se rencontrent. Je sais pas si d'un seul coup, ça peut assommer ce genre de réflexion. Qu'est-ce que c'est l'objet historique pour lui? Qu'est-ce que c'est l'objet historique? Oui, bon, c'est vrai que tous ces termes, ces concepts, parfois c'est des paradigmes, qu'on essaie de dire à un moment donné, moi c'est ce que j'ai, que lui, à un moment donné, peuvent prendre une prise de conscience de ça, c'est ça la question, souvent chez Benjamin, au sorti du fait qu'on est endormi dans le fait qu'il y a des choses qui se passent, notamment l'histoire qui nous malaxe. Et de temps en temps, il y a ça. Je pense que Laura, c'est des idées qui sont un peu les miennes pour aller un peu vite. Un objet historique. Benjamin, voilà madame ce que dit madame. La guerre, la révolution, l'objet historique, c'est un événement. On a une révolution, une guerre. Oui, c'est une terminologie qui embrasse beaucoup d'événements. Surtout, tout le temps, l'exemple de la commune. Tout à fait. Je suis en train de parler là-dessus. J'aurais dû amener les dessins sur la... Parce que pour lui, il dit il faut sauver le passé. Avant de sauver le présent, il faut sauver le passé, parce que nous avons une dette à l'égard du passé, à l'égard de tous ces anonymes, de tous ces gens, des soldats qui sont morts, et il cite la commune, la répression de la commune. Et donc, Anne Roche reprend cette idée du passé, page 57. Nous avons un devoir envers le passé qui n'est ni la célébration aveugle, c'est la mode des célébrations, de la mémoire, etc. Donc ça ne sert à rien, hein, puisque ça continue, le malheur continue. Ce n'est pas un devoir donc envers le passé qui n'est ni la célébration aveugle, ni la nostalgie, ça ne sert à rien d'être nostalgique, ni d'ailleurs le mépris, mais une sorte d'inventaire. C'est le chiffonnier, dont l'image importante chez Benjamin, qui tente de déterrer dans le fouillis du passé ce qui peut et doit être sauvé. Et une fois que nous aurons compris le passé en le sauvant, c'est une forme de rédemption, nous pourrons changer le présent. Hein, si nous prenons l'exemple de la révolution de la commune, peut-être ça nous donnera envie de faire la révolution maintenant. Un changement radical, voilà. Est-ce que la révolution sert à quelque chose? Mais je crois qu'il revendique aussi, surtout, un regard sur ce qui s'est passé avec nos critères à nous, ce qui est vraiment la définition de l'anachronisme, c'est-à-dire, je ne vois pas d'exemple là, mais le Moyen-Âge, où il y avait une sorte de barbarie qui peut nous choquer, donc on dit, un bon historien, il faut s'éloigner de ce regard avec nos sensibilités quand on regarde les faits du Moyen-Âge. Et lui, il revendique, et de façon, ça traverse toute son œuvre, il dit non, c'est avec notre regard d'aujourd'hui qu'on doit aussi regarder le fait historique. Hein. Là, je ne sais pas si... Parce que l'objet historique, pour moi, comme il est presque fétichiste hein, avec des objets, je crois pour lui c'est très important aussi l'objet historique, c'est-à-dire les témoignages, les objets qui témoignent d'une époque. Justement, il les sort de leur contexte, il les regarde de façon exceptionnelle, comme très peu de monde. À la Bibliothèque nationale pour chercher justement des archives, des documents, des objets qui témoignent de l'histoire. Aussi avec cette revendication de regarder cet objet-là, qui servait dans un contexte et qu'il faut peut-être... Enfin, nous, on dit ça, hein, replacer dans le contexte. Non, lui, il dit, il le regarde comme quelqu'un d'aujourd'hui. Mais en tout cas, dans sa philosophie de l'histoire, il s'oppose à l'idéologie du destin national, du récit national, qui dit que la France a eu des grands généraux, des grands présidents, des héros, hein, tous les gouvernements, tous les manuels d'histoire vantent ces généraux, alors que l'histoire est faite
par des anonymes, par des pauvres gens qui sont morts et dont on ne garde aucune mémoire. Sur la vitre à Portbou. Hein. Voilà, donc à Portbou, c'est bien stipulé cette philosophie de l'histoire qui s'oppose au progrès et à un récit national fait par des héros, qui nous montreraient l'avenir, mais l'avenir... C'est quoi la phrase? La phrase c'est... non, là, il me... Ça, c'est la barbarie, ça, la culture... Ça, c'est l'autre phrase. Donc, attends, comment c'est... celle qui est en haut, c'est un cimetière. Non, qui est sur la vitre. Sur la vitre dans c'est le, pas celle-là qui est sur la tunnel vitre de Valtabella. Celle-là qui est sur la vitre, Ah, la barbarie. Alors, ça, c'est celle qui est sur la vitre. J'y vais demain, je regarderai. Alors, Ça, c'est sûr. en gros, c'est que ce n'est pas... C'est l'anonyme, der Namenlose. Oui, hein, l'hommage aux anonymes. C'est pas les grands qui font l'histoire, mais ceux qui sont sans nom. Les Namenlose. Je crois que c'est ça sur la vitre, mais ça c'est là-haut. Mais j'y vais demain, je regarde. C'est sur là où il y avait normalement la fosse commune, où il serait enterré là, donc on l'a enlevé de la niche, on l'a mis dans la fosse commune, et maintenant ils ont mis un panneau avec pour indiquer, pour les touristiques. Une citation aussi, et je crois que c'est celle-là, et sur la vitre dans le monument de dans le tunnel. Caravane, il y a cette phrase qui revendique que l'histoire est faite par les sans-noms. Oui. Anonymes, ils ont traduit ça, mais c'est pas mal, sans nom. Sans nom, c'est... Parce qu'on donne des noms à quelques héros, mais pas... ou des méchants aussi, hein, mais, mais pas la foule. C'est ça qui l'avait beaucoup aussi fasciné dans la commune, cette notion de foule. Et de voir là-dedans, pas de voir la foule comme une masse, mais de voir un individu par individu là-dedans. Mais tu peux pas juger l'histoire on ne peut pas juger ce qui s'est passé à la lumière de ce que nous on connaît. On est dans un monde complètement différent. Ouais, mais lui justement, tu peux pas juger. C'est ça tu peux pas porter un jugement de valeur. Les gens ont fait comme ça à cette époque-là parce que c'était l'ambiance, c'était comme ça. Et puis maintenant on ferait autrement. Mais lui il dit si on pense que ce qui était autrefois et ce qu'on pense maintenant. Pas très bien d'ailleurs. Il y a un film qui sort aujourd'hui sur la Révolution française, c'est une nouvelle approche de la Révolution. Hein. On disait c'est une révolution bourgeoise, etc. Et là, l'auteur a étudié vraiment les conduites des gens, des pauvres, du peuple de Paris. Hein. Ça va être intéressant, ce film sur la Révolution. De toute façon, tu t'empêches pas. Sur la commune, le meilleur truc qui existe. Pardon, oui, je pense que tu peux faire semblant et faire un effort pour ne pas juger des faits historiques avec ta vision, mais tu l'es, hein, tout historien est dans une idéologie actuelle. Et lui, l'originalité, c'est de dire, de toute façon, on le fait, donc revendiquons-le et allons-y franchement. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, parce que il faudrait confronter chaque lecture avec une autre. C'est ça la richesse de Benjamin aussi. Hein. Il est un peu comme Lacan aussi, hein. C'est-à-dire il formule sa pensée de façon à laisser beaucoup d'ouverture c'est jamais définitif, hein. C'est pour ça qu'on peut discuter à vita aeternam et dans les générations, depuis des générations, sur une interprétation possible. C'est sa force. Enfin, certains appellent ça. Il devient marxiste, c'est ce qu'ils vont démontrer à Portbou vendredi, samedi ou dimanche. Hein. Il est marxiste, oui. Il est quand même marxiste dans ses livres et dans son idée justement de l'histoire. Avec une fascination pour la Kabbale, c'est pas il est partagé. C'est pas très marxiste. Il est partagé entre le messianisme juif et le marxisme, c'est sûr, et même le fantastique, si on veut, dans la littérature. Il y a beaucoup de marxistes qui ont aussi une fascination pour la Kabbale, pour parce qu'il est croyant, c'est son aspect juif, qui est à la fois croyant et réaliste, matérialiste. D'autres marxistes purs et durs qui étaient juifs, qui n'avaient pas cette
envie d'être tout le temps, de confronter et quelque part de ne pas les séparer, les contraires. Hein. Il fait ça tout le temps, dans tout ce qu'il touche, c'est-à-dire tout ce qu'il réfléchit, tout objet qu'il fait parler, il est dans cette envie de garder les contraires et de ne pas les exclure. C'est une idéologie et sa propre vie, c'est pareil. Une idéologie était fermée, était totalitaire, etc., qui ont mené au goulag, etc. Mais quand même, ici, les exemples historiques qu'il cite, c'est des exemples vraiment proches du communisme. La commune, c'est un exemple qu'il cite tout le temps, et ces gens qui tirent sur l'horloge, ils tirent sur le temps, ils veulent détruire le temps, et on retrouve la conception du temps. Tirer sur les horloges. On a chacun notre regard. C'est pour ça que la question de la croyance, je ne sais pas dans le marxisme, je suis moi féru de ça, mais tout ce qui touche à la question de la théologie, même Scholem pouvait soulever le fait que probablement il était athée. Donc ce qui pose une question. Athée ou sans Dieu, comme Freud, un juif sans Dieu, c'est très différent. Hein. Mais bon, c'est pour ça que, en plus, une des dimensions qu'il affirme, et je pense qu'il faut le suivre dans ce sens, c'est de s'épargner ou d'éviter tout psychologisme. Ce qu'on fait un peu, le machin, les trucs. C'est plutôt dans une démarche de la pensée dialectique qu'on peut peut-être ou pas surajouter de l'éthique, de la morale, de ce qu'on veut, mais ça n'est pas. Je veux dire, c'est une démonstration incroyablement logique, dont on ne voit pas nécessairement le continuum logique, sauf par des éclairs, comme Madeleine, où vous le faites là, comment le faire tenir ensemble pour que ça ait du sens. Alors ce que dit Roslich, il dit, on ne voit pas très bien la cohérence, mais il y en a une. Le tissu, la tapisserie, elle est cohérente. Le problème, c'est à quel moment on est capable de voir cet ensemble. J'étais parti, la première idée que j'avais dit à Jean-Pierre pour engager, non pas apporter quelques vérités, pour engager cette réflexion, c'était de le comparer, puisqu'on en avait parlé ici, à la porte de l'enfer de Rodin. La façon dont comment un objet mental, artistique, c'est d'ailleurs la particularité complexe qu'Hannah Arendt soulève souvent à propos de Benjamin, c'est que c'est pas de la philosophie, mais ça c'est peut-être allemand, prise dans la poésie. C'est-à-dire où le langage lui-même apporte, si vous voulez, à la réflexion, le langage poétique, une certaine façon de nous réveiller. Pour moi, c'est ça. C'est pas allemand, ça c'est Benjamin. C'est pour ça. Oui, je dis c'est tellement. Il cite Hölderlin, revenir à un langage pur, une poésie pure et divine. Tu dis oui, c'est pas un philosophe, Hölderlin. Non, mais oui, c'est ça. Ce philosophe. Ça, c'est l'idée française de supposer quelque chose. Que la philosophie, c'est comme ça. À ma connaissance, elle n'est pas poétique. Enfin, en tout cas. C'est Benjamin. Oui, c'est Benjamin. Mais peut-être là, Heidegger s'intéressait beaucoup à la poésie. Il y a tout un livre sur la poésie. Oui, mais il a écrit, mais c'est pas poétique. Heidegger, il développe comme tout philosophe qui se. Non, mais les textes de Benjamin sont poétiques. Il développe, il essaye de créer un système philosophique qu'on peut décrire, qui est. On parle de Benjamin, ces textes sont poétiques, il y a une recherche de langage. À Benjamin, oui, mais Heidegger, il n'est pas du tout poétique. Non, alors là, il touche à une question, si vous voulez, à propos de l'origine du drame baroque-allemand, parce que la question de l'origine, on n'a pas encore traité, mais pour moi, elle a son importance, au moins l'origine de pourquoi quelque chose advient, au moins une origine tout court. Donc c'est dans la suite sur l'éloge de l'anachronisme, on commence à peine, cette question, on y passerait la nuit. Il dit, alors ça, donc Madame Roche emprunte et dit, l'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né. Ça c'est assez fort, parce que cette question, cette question, on va essayer de l'évoquer si vous voulez pour ce point de départ, quand il va toucher à la question des mères. Et je remonterai un peu à Goethe et à Faust, mais bon, c'est un peu... Mais disons, l'origine ne désigne pas le devenir de ce qui est né, mais bien de ce qui est en train de naître, dans le devenir et le déclin. Donc ça va de pair avec Benjamin, le devenir et le déclin.
cette dynamique singulière qu'on va retrouver, qui serait la possibilité de regarder l'histoire comme ça, peut-être. L'histoire. Après, quand la mythologie s'y inscrit dedans... Ça, c'est Anne Roche qui dit ça. Ouais. Oui, pas mais... Benjamin. Non. Ouais. Ah non, ça c'est Benjamin. Hein. La phrase, c'est Benjamin. Hein. Ça, c'est une phrase de Benjamin. Ouais, ah, d'accord. Alors là, comment... Et donc, je continue. Elle demande à être reconnue d'une part comme une restauration, une restitution, d'une autre part, comme quelque chose qui est là, même inachevé, parce qu'on disait toujours ouvert. Cette particularité, c'est de ça. Sinon, on est dans l'ombre. On comprend quand même bien des comment professeurs... cette lumière, dont l'aura est un des aspects, c'est-à-dire comment d'un seul coup, et ça c'est avec le hashish, je n'ai pas eu le temps de le développer, je parlais 2 fois du hashish, comment quand on passe du monde du rêve, et comment il prend du hashish, après il écrit un texte là-dessus, on n'a pas tourné autour de ça, quand il circule dans Marseille et tout ça, qui fait qu'il y a une prise de conscience ailleurs que là, dans le réel, subjectif, se trame des choses. Ce qui serait là, si vous voulez. Mais ce trame, c'est pas... Et ce qui commence du reste, enfin, comme métaphore. Oui, mais c'est pas le rêve. La première phrase, si vous voulez, c'est pas le rêve. parce que la préface... c'est le réveil. Mais bien sûr. Comment l'homme va se réveiller? Si on parle que de ça, c'est bien la question. Mais qu'est-ce qui va motiver le réveil, justement? Il y a ce moment-là qui traite sur la question du petit déjeuner, enfin, qui traite, et c'est pour ça que la préface, bien sûr, toujours de Boucheron, j'ai vu l'autre jour, Boucheron, il était assis à côté de nous, à la Grâce, je ne peux pas parler. Bon, évidemment, elle est très historienne. C'est quoi ça? Non, un type qui s'appelle Patrick Boucheron, qui est un peu au goût du jour, un historien, qui fait la préface de ça. Mais si on laisse la préface, qui est un peu ce qu'on disait là, et qu'on commence simplement le premier, parce que je pose une hypothèse un peu stupide, de poser que ce texte, qui est celui qui, semble-t-il, était dans sa valoche, qui tenait plus qu'à sa vie, semble-t-il, le 25 ou le 24 truc, ce serait ça. On le dit, probablement. Sur le concept d'histoire. Et ça commence dans le premier concept, il dit on connaît l'histoire de cet automate, alors ça commence déjà de ce côté-là, parce que le rêve, avoir eu l'enfance, et le fait d'accepter des images. Quand je voulais parler du surréalisme, j'ai mis des robots. Ça me paraît une même constante possible. On connaît l'histoire de cet automate construit pour affronter un joueur d'échecs en répondant coup par coup et en gagnant finalement la partie. Alors c'est Vaucanson, je crois que je ne sais pas lui, qui avait fait un automate, et ensuite cet automate a circulé dans les cours d'Europe, et on l'a fait jouer, un peu comme on a fait jouer Kasparov contre, et puis maintenant les joueurs de Go contre une machine. C'est là une machine, un automate. Point. C'était un mannequin en tenue traditionnelle, narguilé à la bouche, que l'on avait installé devant l'échiquier, lequel reposait devant une vaste table. Bon. On peut lire ça aux enfants. Un système de miroirs, c'était au kaléidoscope là, éveillait l'illusion que celle-ci était de tous côtés transparente. Un peu comme les femmes sœurs. Les femmes troncs, c'est transparent, on voit comme morceau. C'est important quand même de traiter ça. En réalité, voilà ce qu'il dit. Elle abritait un nain bossu. On est un peu, je ne sais pas si c'est pas nécessairement le petit, mais un nain bossu. Un maître d'échecs qui guidait à l'aide de cordons la main du mannequin. On peut imaginer un pendant de cette installation en philosophie. Ça a l'air simple. Chez Benjamin, ça a l'air simple. Celui qui doit l'emporter est toujours le mannequin auquel on donne le nom de matérialisme historique. Vous voyez que là, on commence à pénétrer dans une chose qui a l'air très simple. C'est le préalable, le concept d'histoire de Benjamin. Alors, je m'autorise un peu, comme je n'aurais pas trop, si vous voulez, à ma façon, je n'ai pas beaucoup de poser que, bon, ça je vous le dis, comme une idée, parmi d'autres, que ce texte serait le point de capiton, pour lui, de la possibilité, si on sait le lire, de remettre en place tout le reste. C'est-à-dire, quand Tackels, disant en privé, disait c'est un langage crypté, Miami, crypté, parce qu'il faut un code, finalement. Bon. Ah non, qui dit ça
Taquez me l'a dit personnellement, enfin l'an dernier. Ce qui... Non mais, ça n'est pas parce qu'il le dit. Le passé, comme les origines, compose un tourbillon et non pas une source. Et le passé compose un tourbillon, ça me fait penser, le tunnel du mémorial est dirigé vers un tourbillon, hein, la mer qui tourne autour d'un rocher, c'est ça, le passé. Le passé ne nous explique rien, c'est un tourbillon, c'est vague, tout est mélangé. Comment comprendre le passé? Le passé ne nous donne pas des leçons pour comprendre le présent. Le tourbillon, il dit ce qu'il dit, je ne sais pas si c'est la même phrase que tu as, parce que cette idée, finalement, on pourrait la projeter sur notre proposition de la physique, sur notre question. Le tourbillon, il dit l'origine du tourbillon est dans le fleuve du devenir. Si vous voulez, dans la trame que j'avais posée, qui est peut-être une trame temporelle, qui est une référence supposée à Héraclite, de ce truc qui semble jamais être le même, fleuve. Bon. Mais dans lequel aussi il y a probablement des entités tourbillonnantes qui créent des constantes. Mais ça, on ne va pas rentrer dans Prigogine, ce sera autre chose. Bon, Neil Junger. Du fleuve, le fleuve d'Héraclite, on ne se baigne jamais dans le même eau, dans le même fleuve. Peut-être pour conclure là-dessus, et puis moi je m'arrêterai. Je vous dirai quand même un mot sur le divan d'Ariane, parce qu'il y consacre des éléments qui ne sont pas toujours apparents, c'est-à-dire la vraie connaissance que Benjamin avait de l'œuvre de Freud, avec des résistances, ou l'acceptation de ne pas, notamment dans le rêve, de ne pas le poser de la même manière, qui n'est pas rien, quoi. Si on s'intéresse à l'inconscient. Si vous voulez, pour conclure, hein, comme vous voulez. On peut conclure cette phrase, mais je n'ai pas abordé la moindre, enfin, je n'ai pas abordé le 10e, mais ce n'est pas le sujet. Mais pour conclure cette histoire de l'histoire, il dit, voilà ce qu'il dit dans un texte voilà la formule, peut-être pour être conclusive, mais justement ouverte, parce qu'on a essayé un peu de faire, on commence à peine. L'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu, ça je sais pas, ce sera le devoir de vacances, hein, n'est pas le temps homogène et vide. Je répète parce que moi-même je vous en... L'histoire est l'objet d'une construction dont le lieu n'est pas le temps homogène et vide, mais le temps saturé d'à présent. D'à présent. Ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire... L'anachronisme, c'est toujours dans le... C'est toujours dans l'éloge que Madame Roche pose de l'éloge de l'anachronisme, qui est un petit texte. Un mot quand même, parce que pour faire un peu... Juste à l'heure qu'il est. Présent, c'est ça que ça veut dire. Donc je vais aborder, si vous voulez, les deux sujets que j'avais prévus, transversaux, qui étaient Madame Ariane et Pénélope Beloubli, mais non, mais pour je l'oublier. Tu poseras tout ça au repas, samedi, à Paris, on est le 3 octobre. Bon, qui vient le 3 octobre à Paris? Allez, l'indépendant. On n'a plus de correspondant. L'indépendant, on n'a plus de correspondant. J'ai accompagné Bonnet. Avant, il y avait le gars d'Argelès.